Première Dame supervise à Nouakchott le lancement officiel de l'initiative Benat visant à autonomiser et à défendre les droits des filles. Lancement d'une caravane touristique pour 30 élèves ayant excellé aux examens et concours nationaux de l'année scolaire précédente. Nouakchott accueille un atelier pour approuver le plan national de lutte contre la pollution plastique dans le but de renforcer la gouvernance environnementale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant le développement de ces titres, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé aujourd'hui le message de félicitations suivant à Son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Excellences et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple nigérian, frères, davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère également notre engagement à poursuivre nos efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Excellences et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a également adressé aujourd'hui un message de félicitations à Son Excellence M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, à l'occasion de la célébration par son pays du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Ce message est ainsi libellé. Excellence, à l'occasion de la célébration par votre pays du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple chinois ami davantage de progrès et de prospérité, tout en vous assurant de notre soutien indéfectible au principe d'une seule Chine. J'apprécie hautement le niveau élevé de coopération et d'amitié entre nos deux pays et réitère notre engagement à poursuivre nos efforts pour les renforcer et les développer au service des intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, un message de félicitations à Son Excellence M. Nikos Christodoulides, Président de la République de Chypre. En voici le texte. Excellence, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations souhaitant au peuple chypriote ami davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère également notre engagement à poursuivre nos efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Je vous le disais dans les titres, la Première Dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Ouelda, a supervisé aujourd'hui le lancement officiel de l'initiative Benat au Centre international de conférence Mokhtar El-Dada. Cette initiative est lancée par le ministère des Affaires sociales, de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Elle vise à défendre les droits des filles et à les autonomiser. Mohamed El-Khatat nous en dit plus. C'est sous l'impulsion et le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Fadel, qu'a été lancée officiellement ce matin l'initiative Benat visant à défendre les droits des filles et à les autonomiser. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mentettaha, de souligner que Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a fait de l'autonomisation des femmes et des filles un pilier fondamental de son programme communautaire.
Elle a passé en revue les réalisations les plus marquantes qui incarnent cette volonté politique, notamment la création du fonds de pension alimentaire pour la préservation de la dignité des familles, l'instauration d'un quota de 35% de participation des femmes au conseil élu et d'un tiers des membres du gouvernement, le financement de plus de 10 000 activités génératrices de revenus pour les coopératives féminines, la formation de milliers de personnes dans les centres d'autonomisation, la création de l'Observatoire national pour la protection des femmes et des filles et le lancement du programme de protection de la famille. En plus du lancement de la chaîne de télévision El Usra, spécialisée dans les questions de la famille, permettant de propager la sensibilisation et la culture en matière de droit, en particulier en ce qui concerne les jeunes filles. Ces acquis illustrent, dit la ministre, une volonté politique claire de mettre les questions des femmes et des filles au cœur des politiques nationales. Malgré tout cela, des défis subsistent, tels que le décrochage scolaire, le chômage des jeunes femmes, l'insuffisance d'espaces sûrs et la fracture numérique. De son côté, le représentant de l'UNICEF en Mauritanie, M. Kebir Allaoui, a salué l'engagement de la Première Dame qui a permis la mobilisation pour le lancement de cette initiative qui démontre la décision stratégique de la Mauritanie d'investir dans ses adolescentes et de leur accorder le statut qui leur revient. Mais aussi pour capitaliser sur les avancées que nous lançons aujourd'hui sous l'égide de Madame la Première Dame, l'initiative Banat. Banat est un mouvement national structuré, né d'un processus de consultation directe avec les filles adolescentes. Ce sont elles qui ont défini les priorités. Ils veulent donner à la santé une grande priorité dans leur vie. Elles veulent assurer une protection à toutes les filles. Elles veulent une éducation de qualité et elles veulent être présentes dans les prises de décision, qu'elles puissent participer. L'initiative Banat se base sur un mouvement et on voudrait que cette roue puisse tourner, que nous avons défini avec le ministère. D'abord le gouvernement, les parlementaires pour agir sur les lois et les règlements. Les élus locaux vont nous conduire dans les zones les plus éloignées et celles reculées, des fois oubliées, vont également nous conduire vers les zones des réfugiés et que je voudrais féliciter encore une fois la Mauritanie d'assumer son droit des portes ouvertes avec fraternité, solidarité pour accueillir les réfugiés maliens. Il faut noter que la cérémonie d'ouverture comprenait la projection d'un film de présentation mettant en lumière les réalisations accomplies ces dernières années en faveur des filles en Mauritanie. L'initiative Banat a été lancée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de représentants des autorités administratives et d'autres responsables de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a effectué ce matin une visite de terrain dans certaines infrastructures sportives mises en œuvre dans le cadre du programme urgent de développement de la ville de Nouakchott. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'avancement des projets jeunesse et sport supervisés par le secteur. Bokar Baylaba. Première étape, le site de construction d'une piscine olympique de 1000 places dans la Moukata de Tevra Zaina. Sur place, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Louli, a été édifié sur l'état d'avancement des travaux et les moyens déployés pour mener à bien les travaux de cette infrastructure sportive. Deuxième étape, le stade de Sepra, qui fait l'objet de travaux de rénovation. Il s'est également informé des travaux de construction de la maison de jeunes sur le même site. Troisième étape, le stade d'Elmina. Là aussi, le ministre a pris connaissance du niveau des travaux et la logistique mise en place pour offrir à la jeunesse d'Elmina un stade à la hauteur de ses attentes. Le site de construction d'une salle polyvalente dans la Moukata d'Arafat a constitué la quatrième étape de cette visite. La structure sera désormais l'un des grands points de convergence pour les jeunes
désireux d'exprimer leur talent dans plusieurs domaines sportifs. Cinquième et dernière étape, le stade de Toujénine. Sur place, le ministre a reçu des explications sur les travaux engagés sur le site, notamment la pose à gazon synthétique. Et au terme de la tournée, le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques, Mohamed Abdallahi Oulouli, a déclaré que les travaux de ce projet progressent considérablement, certaines installations étant réussies plus tôt que prévu. En d'autres termes, ces infrastructures en cours de réalisation s'inscrivent dans le cadre du programme de développement de la ville de Nouakchott. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallahi Oulouli, a supervisé hier soir également à la Maison des jeunes de la Muqata'a de Toujénine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, la clôture du 4e camp scout national organisé sous le thème réactivation du mouvement scout. Yedali Fala. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et des Services civiques, M. Mohamed Abdallahi Oulouli, a présidé personnellement hier soir à la Maison des jeunes de Toujénine, wilaya de Nouakchott Nord, la cérémonie de clôture du 4e camp scout national baptisé Djambou. Placé sous le thème réactivation du mouvement scout, cette édition a réuni quelques 200 jeunes ici de l'ensemble des wilayas du pays. L'événement s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à redynamiser le mouvement scout afin qu'il joue pleinement son rôle dans la formation civique des jeunes, la promotion du volontariat et la prévention contre les fléaux sociaux tels que la délinquance, la drogue ou encore l'usage abusif d'Internet. Dans son discours, le ministre a souligné que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, attache une importance particulière à la jeunesse, comme en témoigne le soutien accordé au mouvement scout et aux guides mauritaniens. Le ministre a par ailleurs rappelé que le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel, a lancé une initiative spéciale dédiée à la jeunesse, structurée autour de 4 axes majeurs. Il a affirmé que les mouvements scouts et guides auront un rôle clé à jouer dans les dispositifs, notamment en matière d'éducation aux valeurs nationales et de protection contre les comportements à risque. De leur côté, les représentants du mouvement scout ont salué la détermination du département dans la réactivation du mouvement des scouts. Le ministre a profité de l'occasion pour visiter les différents camps provinciaux installés dans le cadre de Djambour, chacun représentant une wilaya du pays, et c'était. L'ambassade de Chine à Nouakchott a organisé hier soir une réception pour célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le gouvernement était représenté à cette réception par M. Mohamed Ould Soueidat, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, Mokhtar Ahmed Bousseif, ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, et Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Élevage. Dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de Chine, Tang Zongdong, a salué les relations étroites entre la Chine et la Mauritanie, établies depuis 60 ans, soulignant que ces relations sont entrées dans une nouvelle phase de partenariat. Il a ajouté que son pays était déterminé à jouer son rôle de force de soutien à la paix et au développement dans le monde, soulignant les réalisations économiques de la Chine qui ont permis de sortir environ 800 millions de personnes de la pauvreté au cours des dernières décennies. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables et élus, ainsi que d'ambassadeurs et de membres de missions diplomatiques accrédités auprès de notre pays. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Ould Sidi, a rencontré aujourd'hui au siège du ministère le secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les opérations Thomas Gove, en visite de travail dans notre pays. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre notre pays et l'OTAN, notamment dans le cadre du programme de développement des capacités de défense et les domaines du soutien technique, de la formation et de l'éducation. Ont assisté à la réunion le secrétaire général du ministère, le colonel Ishaq Mahmoud Ibrahim, l'attaché militaire de notre pays en Belgique, le colonel Mohamed El Mokhtar Bey, le directeur des relations extérieures du ministère, le colonel Cheikh Mohamed Lemine Bilal, et le chef d'état-major des forces spéciales, le lieutenant-colonel Souleymane Abdi.
Dans le cadre des visites d'information qu'il entreprend dans certaines directions et services relevant de son département, le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires s'est rendu aujourd'hui au port autonome de Nouakchott où il s'est informé de l'avancement des travaux en cours dans les installations et services avant de présider une réunion avec les cadres en présence du directeur général du port, M. Sidi Mohamed El Maham, au cours de laquelle il a souligné l'importance et le rôle essentiel du port pour le développement économique et social du pays. Au cours de la réunion, le ministre a suivi une série d'exposés au cours desquels il a pris connaissance des solides performances commerciales du port, notamment la croissance remarquable enregistrée au cours des 5 dernières années, avec une augmentation du nombre de navires de 684 en 2019 à plus de 806 en 2024. Et le volume de fret traité est passé de 4,9 millions de tonnes à plus de 6,123 millions de tonnes au cours de la même période, avec une augmentation du trafic de conteneurs qui a atteint 226 426 équivalents 20 pieds. Il a été informé du projet de grande envergure visant à réhabiliter et à agrandir les infrastructures portuaires, notamment la réhabilitation du quai nord, du quai naval et de la station pétrolière. Au cours de cette visite, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont effectué une visite sur le terrain qui a couvert les installations vitales du port. Et à l'issue de la visite, le ministre a salué les efforts déployés par la direction et le personnel du port, soulignant le rôle stratégique que joue le port de Nouakchott dans le soutien de l'économie nationale et exprimant le soutien total du gouvernement au plan de développement et d'expansion future. La ministre du Commerce et du Tourisme a supervisé ce matin à Nouakchott en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, le lancement d'une caravane touristique destinée aux 30 élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens et concours nationaux de l'année scolaire écoulée. Le lancement de cette caravane s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir et encourager le tourisme national. Il vise également à motiver les élèves à se dépasser et à exceller sur le plan scolaire. Bokar Baylaba. Le lancement de cette caravane s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour stimuler et promouvoir le tourisme national. La caravane vise également à inculquer un sentiment d'appartenance nationale, approfondir leur connaissance du pays et créer un espace interactif dans une atmosphère de fraternité et de familiarité. L'occasion pour la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mita Ahmedna, de déclarer que cette caravane, organisée une semaine avant la rentrée scolaire, vise à offrir un voyage d'exploration pour soutenir et développer les compétences académiques des élèves et enrichir leurs expériences grâce à l'utilisation d'informations historiques, géographiques et archéologiques sur notre pays. Elle a précisé que les bénéficiaires recevront des informations explicatives sur les sites archéologiques, historiques et touristiques de notre pays. Les autres acteurs du tourisme national ont également pris la parole pour louer la mise en œuvre de cette caravane qui va sillonner plusieurs zones du pays. Justement, le circuit débutera par la commune d'Aoulégat, au Trarza, puis s'ébranlera vers la commune d'Aleg, puis juste à Oujef et Atar, notamment le site d'Azougui, avant de se terminer par une célébration à Nouakchott. C'était aujourd'hui un atelier de validation du plan national de lutte contre la pollution plastique organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en coopération avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Convention d'Abidjan. Le plan national de lutte contre la pollution plastique repose sur 5 axes principaux liés au renforcement de la gouvernance environnementale, à la promotion de l'économie circulaire, par la réduction de l'utilisation du plastique, son réemploi et son recyclage pour transformer les déchets en opportunités de création d'emplois verts, entre autres. Yad Alifa nous en dit plus.
Cet atelier national est consacré à la validation du plan d'action contre la pollution plastique. Il s'est ouvert sur l'égide du département de l'environnement et du développement durable, en collaboration avec les partenaires techniques. Dans son élection d'ouverture, la ministre de l'Environnement a rappelé que le pays a entamé sa lutte contre les plastiques nocifs depuis plus d'une décennie, notamment en 2013, année marquée par l'adoption d'un premier texte réglementaire majeur. Ce texte, a-t-elle dit, a fait de notre pays l'un des leaders africains dans la lutte contre la pollution plastique, mais 12 ans plus tard, il est nécessaire de renforcer et d'actualiser cette initiative afin de répondre aux défis environnementaux actuels, a-t-elle déclaré. De son côté, le représentant du secrétaire exécutif a salué les efforts entrepris par notre pays tout en soulignant l'importance d'un engagement renouvelé. La République islamique de la Mauritanie est en train de mener des efforts colossaux pour faire face à la pollution plastique. Cet atelier de validation qui nous réunit aujourd'hui témoigne de la posture avant-gardiste qui est adoptée par la Mauritanie, qui doit absolument servir d'exemple pour les pays de la région africaine et particulièrement francophone. Pendant 3 jours, les participants venus de divers horizons, institutions publiques, secteurs privés, sociétés civiles et partenaires techniques auront à débattre des voies et moyens les plus pertinents pour la mise en œuvre du nouveau plan d'action. Objectif, jeter les bases d'une gouvernance environnementale renforcée et adaptée aux réalités actuelles. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Salim Val, a présidé aujourd'hui à Nouakchott l'ouverture de l'Assemblée générale pour la mise en place du réseau multi-acteurs d'appui à la stratégie nationale de développement local. Cette assemblée, organisée en collaboration avec le département, le réseau et la coopération allemande GIZ, a pour objectif de suivre l'état d'avancement du réseau, d'approuver les projets de statut et de règlement intérieur et de nommer les comités et le comité de pilotage du réseau. Restons toujours avec Edali Fall. L'événement s'est tenu dans la capitale en présence de plusieurs responsables gouvernementaux, dont la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mtbaha Mohamed Rakhdaf. Organisé en partenariat avec la coopération allemande, GIZ, et les parties prenantes du réseau. Cette assemblée avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement du projet, d'adopter les statuts de règlement intérieur et de désigner les instances dirigeantes du réseau, notamment son comité de pilotage. Dans son discours d'ouverture, le ministre délégué a salué la tenue de cette rencontre, qualifiant l'initiative de pilier stratégique dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation au cœur des priorités nationales. Il a souligné que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, accorde une attention particulière à l'autonomisation des collectivités locales et à l'amélioration de leur accès aux services de base. Un programme préliminaire d'accès à ces services a d'ailleurs été lancé en début d'année, a-t-il dit. Il est adapté aux spécificités régionales et placé sous la supervision directe du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Dia, et a rappelé le ministre de la décentralisation. Le ministre a également insisté sur les avancées concrètes dans l'élaboration des textes fondateurs de la stratégie de décentralisation, bientôt soumis au Conseil national. Le ministre a par ailleurs salué le transfert progressif de compétences et de ressources vers les collectivités dans les secteurs clés que sont l'éducation, la santé et l'environnement. De son côté, M. Kamara Ali Galadio, président du réseau, a rappelé la genèse de cette initiative. Les initiateurs ont voulu harmoniser l'appropriation des objectifs de la stratégie, coordonner l'action et accompagner la mise en œuvre par les pouvoirs publics. Force est de constater que depuis cette date, des signaux positifs ont été constatés. D'abord au niveau de la volonté politique. L'engagement maintes fois réaffirmé de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour la décentralisation et le développement local, qui a pris un nouvel élan depuis sa présence au congrès de l'Association des maires de Mauritanie en février 2024 et s'est concrétisé par la création d'un département en charge de la décentralisation du développement local. Les participants ont pu suivre des exposés sur la genèse de ces réseaux.
Le rapport 2024-2025 du département d'État américain sur la traite des personnes publié ce mardi salue les progrès de la Mauritanie dans la lutte contre la traite des êtres humains. Un point de presse publié ce mardi par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, dont l'Agence mauritanienne d'information a obtenu une copie, indique que la Mauritanie a maintenu son classement de niveau 2 dans l'indice de la traite des personnes grâce aux efforts considérables déployés par le gouvernement au niveau législatif, institutionnel et exécutif. Il s'agit d'une reconnaissance internationale des efforts nationaux déployés sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui ont instauré un climat d'ouverture, de dialogue et de coopération fructueuse avec les différentes parties prenantes et ont permis des progrès tangibles dans la promotion et la protection des droits humains. Le point de presse a souligné que le rapport du département d'État américain confirme que la Mauritanie déploie des efforts considérables pour éradiquer la traite des êtres humains, soulignant que le gouvernement mauritanien avait globalement intensifié ses efforts par rapport à la période couverte par le rapport précédent. Le rapport a mis en lumière des exemples d'efforts déployés par le gouvernement mauritanien à cet égard, notamment la création d'un tribunal spécial pour les crimes d'esclavage, de traite des êtres humains et de trafic de migrants. L'amélioration qualitative de l'identification des victimes d'esclavage, l'augmentation des allocations au fonds de soutien et d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains et le renforcement des partenariats avec les organisations de la société civile pour la gestion, la mise en place du mécanisme national d'orientation pour assurer une orientation optimale des victimes vers les services disponibles, l'adoption d'un plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2024-2026 et l'allocation de ressources importantes pour sa mise en œuvre et l'intensification des campagnes de sensibilisation en partenariat avec les acteurs religieux et de la société civile. Lors de son point de presse, le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a exprimé sa gratitude et ses remerciements à tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui ont contribué à ces avancées, affirmant sa détermination à contribuer d'œuvrer pour promouvoir et protéger la dignité humaine et éliminer toutes les formes de traite des êtres humains. Pour plus de détails sur ce sujet, nous recevons ce soir pour vous sur ce plateau M. Isselmou Ould Salihi, chargé de mission au Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. M. Isselmou Salihi, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Julia. Ravi d'être à votre plateau. C'est un honneur pour moi. Un plaisir aussi. Alors, tout d'abord, dites-nous, quelle est la signification de ce rapport qui maintient notre pays au 2e rang de l'indice de la traite des êtres humains et dans quel contexte a-t-il été publié? C'est le rapport 2024-2025 du département d'État américain relatif à la traite des personnes dans le monde. C'est un rapport qui évalue l'action des gouvernements dans plus de 190 pays dans le monde. Donc, il est estimé, il est jugé comme étant un document de référence pour voir les efforts déployés par des gouvernements, mais aussi pour mettre en exergue les insuffisances des gouvernements en matière de lutte contre la traite des personnes. Donc, il est pris en considération au niveau international comme étant un document de référence. Il émane des États-Unis d'Amérique avec le poids politique, diplomatique, militaire et droit de l'hommiste qu'ont les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un document qui est très important. Il comporte une évaluation des pays, une notation pour les pays. Il comporte des recommandations pour les pays. Il constitue à la fois un plaidoyer et une sensibilisation sur l'importance de la lutte contre la traite des êtres humains.
Et il est en quelque sorte un instrument de la coopération internationale en la matière. Évidemment, il valorise les efforts, que ce soit ceux des gouvernements que des acteurs de la société civile en matière de lutte contre la traite des personnes. Donc c'est le document de référence en matière de lutte contre la traite des personnes. Notre pays a pu maintenir... Pouvez-vous nous édifier sur les efforts les plus notables déployés par notre pays dans ce domaine en général? Donc j'allais dire que nous sommes à l'indice 2, nous sommes au niveau 2. C'est au deuxième rang, oui. Au deuxième rang, c'est l'indice de la traite des personnes. Nous sommes traités avec des pays qui sont des pays qui ont une certaine aura. Par exemple, nous sommes cette année avec la Suisse, nous sommes avec la Norvège et avec l'Italie notamment. Justement, pourquoi nous avons maintenu ça? Parce que nous avons mis en œuvre l'ensemble des recommandations qui nous ont été formulées durant le rapport précédent. C'est-à-dire qu'il y a eu de grandes avancées, surtout avec la création du nouveau tribunal, avec les modules de formation dans les écoles militaires et sécuritaires, et avec la base de données qui est gérée par l'instance de lutte contre la traite des personnes, avec les caravanes de sensibilisation qui ont été faites, les formations en matière de documentation pour les organisations de la société civile, la documentation des cas, et aussi la vulgarisation de l'obligation d'enquête qui a été diligentée par les pouvoirs publics pour demander aux officiers de police judiciaire une plus grande diligence en matière d'enquête relative à la traite et à l'esclavage, et aussi avec évidemment d'autres outils, notamment les activités génératrices de revenus, l'aide juridique et judiciaire apportée aux victimes de la traite des personnes. Évidemment, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une dynamique qui a été lancée en 2020 précisément, parce qu'en 2018, on était au niveau 3. Le niveau 3, c'est-à-dire que j'ai oublié de vous préciser qu'il y a 3 niveaux. Le niveau des pays, le niveau 1, ce sont les pays qui se conforment pleinement aux normes minimales. Le niveau 2, ce sont les pays qui fournissent des efforts, qui ne sont pas encore au niveau 1. Et le niveau 3, ce sont des pays qui ne fournissent pas d'efforts et qui font généralement l'objet de sanctions et qui ont une mauvaise notation au niveau international. Donc, il y a eu ce bond, il y a eu ce tournant qui a été amorcé en 2020 avec l'adoption de la loi 017-2020 sur la prévention et la répression de la traite des personnes, mais aussi la loi 018 qui est relative à la répression du trafic illicite des migrants. Et s'en est suivi un ensemble d'outils qui ont été mis en place, notamment essentiellement le numéro vert pour le signalement des cas de traite, qui est géré par l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, une ONG de référence en la matière et qui s'illustre notamment en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Et en plus de ce numéro vert pour le signalement des cas, il y a ce qu'on appelle le mécanisme national de référencement, qui est un espace de concertation entre les acteurs étatiques et les partenaires pour orienter les victimes de la traite des personnes. Et il y a en plus de ça le fonds d'aide et d'assistance aux victimes de la traite des personnes de l'esclavage, qui est un fonds conséquent qui appuie les victimes de la traite à travers, que ce soit directement, à travers une demande qui est formulée pour l'instance, mais aussi à travers des ONG qui les prennent en charge. En plus de tout cela, il y a évidemment aussi la base de données qui est élaborée en fonction des informations que remontent à la cellule conjointe où il y a le commissariat aux droits de l'homme, et il y a le ministère de la Justice et il y a le parquet de la République, parce qu'elle est nourrie par des informations qui viennent de l'Office de la répression de la traite des personnes, mais aussi de l'activité pénale des juridictions qui sont en charge de lutte contre l'esclavage et la traite des personnes. Donc tout cela a engendré des progrès considérables sur le plan humain, la prise en charge des victimes, la lutte pénale, la répression de la pratique elle-même, et la coopération avec les partenaires et l'esprit d'ouverture et de concertation qui a été mis en place par le président de la République depuis son accession au pouvoir en 2019. Je conclus tout seulement qu'il y a eu un événement parallèle qui a été organisé le 24 juin à Genève sous les auspices de son Excellence, Monsieur le Commissaire aux droits de l'homme, son Excellence, Monsieur Sidi Hassan Ahmed El-Bannan, qui a regroupé les ambassadeurs, les représentants, les chefs de mission diplomatique au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève, et qui a été une occasion pour donner des éclairages, pour donner des explications sur les avancées réalisées en matière de traite des personnes. Et cet événement parallèle aussi a eu sa contribution dans l'information, dans la communication et dans la sensibilisation des acteurs au niveau international sur la lutte contre la traite des personnes, qui est menée au niveau national à la fois par le gouvernement, mais aussi par les organisations de la société civile qui contribuent par la sensibilisation et la promotion de la dignité humaine.
Monsieur Isselmou Salihi, le chargé de mission au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. L'Assemblée générale du réseau des observatoires nationaux pour l'égalité et la parité en Afrique francophone s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott. Cette initiative, cette activité vise à renforcer le rôle des femmes et à les impliquer dans la prise de décision pour faire progresser la société. Bokar Belaba. Général du réseau des observatoires nationaux pour l'égalité et la parité en Afrique francophone constitue l'aboutissement d'un processus de coopération initié à N'Djamena en novembre 2024 et consolidé à Abidjan en mai 2025. Le réseau franchit une étape décisive dans la structuration de la coopération régionale en faveur de l'égalité et de la parité entre les femmes et les hommes. Cette alliance témoigne de notre volonté commune de renforcer l'action publique en faveur de l'égalité de genre dans l'espace francophone africain. Mesdames et messieurs, les femmes et les filles représentent plus de la moitié de nos populations respectives. Leur participation pleine et effective au développement de nos sociétés n'est pas seulement un impératif de justice sociale, mais une nécessité stratégique pour l'émergence de nos pays en Afrique. Nos observatoires nationaux jouent un rôle central dans le suivi des politiques publiques, la formulation de recommandations et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, la GIZ réitère son soutien à l'Observatoire national dans sa démarche d'acteurs influents en Mauritanie, œuvrant pour la promotion des droits des femmes. C'est un plaisir pour nous, le projet Renforcement des droits de femmes de la GIZ, dont le partenaire de mise en œuvre est l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, de soutenir l'ONDFF dans son processus d'être un acteur majeur en Mauritanie pour la promotion des droits des femmes et l'équité des genres en Mauritanie. Partenaire majeur dans ce processus, l'Agence française de développement considère que cette phase du projet n'est que le début d'une remarquable aventure humanitaire et collective au service des droits des femmes de toute la région. C'est un long chemin qui a été marqué d'obstacles, mais aujourd'hui on est là tous ensemble grâce à l'investissement et à l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Donc vraiment je tiens à vous remercier pour ça, à avoir accordé votre confiance à Tédifice et surtout oui, pour votre engagement personnel. Je dois remercier en particulier la Mauritanie bien sûr qui nous accueille aujourd'hui et qui travaille depuis 1 mois, 2 mois qui a tout investi pour que nous soyons là aujourd'hui. Tédifice, moi je suis confiante et certaine et que vous allez continuer et que c'est le début d'une belle aventure, en tout cas humaine et en faveur de l'égalité femmes-hommes. Pour rappel, le réseau des observatoires nationaux du genre regroupe 5 pays, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et Tchad, ainsi que les États membres observateurs, Mali, Niger, Bénin et République centrafricaine. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Lalia Yahya Menkous, a supervisé ce matin à Nouakchott, en compagnie du secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi et des sports et du service civique, l'envoi de 300 jeunes volontaires dans le service civique. Ils rejoindront 23 établissements hospitaliers nationaux répartis dans toutes les régions du pays après avoir suivi une formation paramilitaire et une autre spécialisée dans l'accueil et l'orientation. Cette opération est le fruit d'une étroite collaboration entre le ministère de la Défense, des anciens combattants et des enfants des martyrs, le ministère de la Santé, le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique dans un esprit de cohésion gouvernementale qui incarne la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, mise en œuvre par le gouvernement de son Excellence le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, est fondée sur la priorité accordée au service des citoyens, le renforcement des valeurs de solidarité et la promotion de la justice sociale. La répartition de ces jeunes dans les différents centres hospitaliers devrait contribuer à améliorer les services d'accueil et d'orientation, à faciliter l'accès aux soins et à soutenir le personnel médical.
Nous allons à présent dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ahmedou El Haj Gaye, a supervisé en compagnie du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Diagana Issaga, et de l'adjoint au Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Abdelwahab ou Mohamed Fadel, un atelier régional sur le développement du tourisme national. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Hakem de la Muqata'a de Nouadhibou, des chefs des services militaires et de sécurité de la wilaya, du délégué régional du ministère du Commerce et du Tourisme et d'un certain nombre d'acteurs et de personnes intéressées par le domaine du tourisme. Écoutons sur ce sujet le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ahmedou El Haj Gaye, et le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Diagana Issaga. S'inscrit dans un contexte porteur marqué par la volonté nationale de faire du tourisme un levier stratégique de croissance inclusive, de cohésion sociale et de valorisation de notre riche patrimoine culturel et naturel. Notre pays, sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a engagé une dynamique ambitieuse pour le développement du tourisme intérieur à travers une orientation stratégique. Cette orientation vise à offrir à nos citoyens l'opportunité de découvrir et de profiter des richesses de leur propre région, tout en stimulant les économies locales, en créant des emplois et en favorisant l'intégration nationale. Comme vous le savez, notre pays a mis en avant cette année l'importance du tourisme local pour créer une dynamique des économies sur le plan local, mais également impulser un certain nombre d'activités de nature à favoriser l'ensemble des activités autour du tourisme, mais les activités de services qui permettent à l'économie locale de se développer. La ville de Nouadhibou a été choisie non seulement de par l'importance de son économie sur notre pays, mais également de par ses caractéristiques par rapport au tourisme, qu'il s'agisse sur le plan géographique, mais aussi de ses potentialités sur le plan naturel, mais également sur le plan des activités qui se développe au jour le jour. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. La première dame supervise à Nouakchott le lancement officiel de l'initiative Banat visant à autonomiser et à défendre les droits des filles. Lancement d'une caravane touristique pour 30 élèves ayant excellé aux examens et concours nationaux de l'année scolaire précédente. Nouakchott accueille un atelier pour approuver le plan national de lutte contre la pollution plastique dans le but de renforcer la gouvernance environnementale. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.